Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes le 30 novembre, bienvenue à la une de l'actualité. Ce soir, le président Alassane Ouattara a reçu l'ambassadeur du Japon en fin de mission en Côte d'Ivoire et ensuite le vice-président de la Sierra Leone. Avec lui, il a été question du projet d'interconnexion des réseaux électriques haute tension de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Guinée et de la Sierra Leone. Développement des infrastructures routières dans la région de Béké, du Hambol et du Tchologo. Ce sont au total plus de 310 km de routes qui sont en train d'être bitumées ou réhabilitées. Des réseaux urbains et interurbains pour lesquels le gouvernement a mobilisé plus de 250 milliards de francs CFA. Dans le dossier EcoPlus Lévéaculture, la région du Gontougo s'y met. On compte à ce jour 8000 planteurs identifiés pour plus de 4200 hectares. Nous verrons comment cette spéculation a été introduite dans une région initialement productrice d'anacarde et quels sont ses avantages pour les paysans. Et puis le forum Chine-Afrique de Dakar, les échanges sont dominés par la question des relations économiques. Pékin reste le premier partenaire commercial du continent, mais les chefs d'État africains souhaitent aujourd'hui une relation plus équilibrée. Merci de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1. Le vice-président de la Sierra Leone a été reçu au palais présidentiel ce mardi. Il est porteur d'un message de son président. Avec le chef de l'État, il a également parlé du projet porté par Côte d'Ivoire Énergie sur l'interconnexion des réseaux électriques avec le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Awa Touré. L'intégration sous-régionale, le projet d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée en est la parfaite illustration. Conduite par Côte d'Ivoire Énergie, ce projet vise à établir un marché d'électricité dynamique dans la sous-région ouest africaine et à sécuriser l'approvisionnement en électricité des pays concernés. Le vice-président sierra-léonais Mohamed Julde Diallo, au nom du président Julius Maada Bio, a remercié le président de la République Alassane Ouattara pour la matérialisation de ce projet avant de saluer son leadership en matière d'intégration africaine. Le projet Transco-CLSG, ce projet qui lie Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone et Guinée, ça nous permettra d'avoir d'ici quelques années 26 MW. Là, on va commencer avec 10 MW qui va progressivement aller sur 27 MW. Et ça va nous permettre, en tant que pays Sierra Leone, pour électrifier la zone sud-est de Sierra Leone. Ça, c'est la zone minière. Avec ces genres de projets, ça va aider la Sierra Leone à développer une sorte de capacité nationale pour la production, aider les moyens et petites entreprises et aussi améliorer la vie des Sierra-Léonais. En fin de mission, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire est venu faire ses adieux au chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour le diplomate nippon de faire avec lui le point sur les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, notamment dans les domaines de la santé, des infrastructures routières et de l'électricité. J'ai abordé le bilan de la coopération du développement en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs projets qui sont en train et bientôt commencer. Par exemple, la phase 2 de la construction de l'échangeur Amitié Ivoire-Japonais et puis la construction de 3 échangeurs sur boulevard François Mitterrand. Et en ce qui concerne le projet de renforcement de réseau électrique sera bientôt entamé. L'ambassadeur Kuriamitsu Hideaki s'est par ailleurs réjoui de l'entrée en vigueur de l'accord de promotion et de protection des investissements privés ainsi que la création du comité d'aménagement et d'amélioration du climat des affaires. Cette coopération énergétique évoquée au palais présidentiel a permis à la Côte d'Ivoire de signer aujourd'hui un contrat d'achat d'énergie avec la Guinée. Une convention qui consiste pour le pays à fournir pendant une période de 3 ans renouvelable de l'électricité à la Guinée, et ce dans le cadre du projet d'interconnexion électrique de la CEDEAO.
Jean-Luc Gbangbo. Par cette signature de contrat d'achat d'énergie, la Guinée fait son entrée dans le cercle des pays approvisionnés par la Côte d'Ivoire en électricité. Cette année, la Côte d'Ivoire doit fournir 11 MW à la Guinée, la même quantité en 2022 et en 2023, soit 84 gigawatts par an. La Côte d'Ivoire, dont la capacité de production a connu une augmentation de 60% durant la dernière décennie, renforce ainsi un peu plus son ambition d'être le hub énergétique de la sous-région ouest-africaine. C'est une joie pour la Guinée, un espoir pour nos populations aussi reculées que la ville de Zérékoré, d'accéder enfin à une électricité de qualité et en quantité. L'intégration sous-régionale est possible à travers l'interconnexion électrique de nos pays. Si cette signature s'inscrit dans le cadre du projet d'interconnexion électrique dans la CEDEAO, pour le gouvernement ivoirien, il s'agit d'une marque de confiance de la part de l'État guinéen en la Côte d'Ivoire. Une partie de l'électricité distribuée dans la République de la Guinée proviendra de la Côte d'Ivoire. C'est donc une partie de la souveraineté de cet État que les hauts responsables de la République de Guinée nous accordent. C'est donc la preuve d'une grande confiance. La Côte d'Ivoire exporte un peu plus de 11% de sa production d'électricité. Les pays qui s'approvisionnent en Côte d'Ivoire sont le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Mali. Demain, 1er décembre, le président sud-africain Cyril Ramaphosa entame une visite officielle en Côte d'Ivoire. Ce sera l'occasion pour ces deux nations africaines de renforcer leur coopération bilatérale initiée par les présidents Félix Houphouët-Boigny et Nelson Mandela depuis les années 1990. La Côte d'Ivoire entend s'inspirer du modèle de développement de la nation arc-en-ciel qui demeure à ce jour le seul pays africain à figurer parmi les 20 premières puissances économiques mondiales. Mahama Traoré nous retrace ici le point de la coopération entre les deux pays. Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. Les sillons de la coopération ont été tracés par deux grandes figures politiques du continent, feu les présidents Félix Houphouët-Boigny et Nelson Mandela. Alassane Ouattara était alors Premier ministre de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui président de la République, il entend revitaliser les relations diplomatiques établies avec la nation arc-en-ciel depuis le 21 mai 1992. Une vision que partage son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa en fonction depuis le 14 février 2018. Entre les deux pays, aucun visa n'est requis pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services pour un séjour n'excédant pas 30 jours. Il existe aussi une convention de coopération pour la gestion technique du parc animalier d'Abo-Kwamekro, signée le 26 juillet 1990. Mais il faut aller plus loin. C'est d'ailleurs pourquoi Abidjan a abrité en octobre dernier la première session de la Grande Commission mixte Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. Sur le plan économique, le volume des échanges s'est situé à plus de 370 milliards de francs CFA en 2020 contre 291 milliards en 2019. Il est à noter aussi la présence d'entreprises sud-africaines dans les secteurs ivoiriens des mines, des banques et de la téléphonie mobile. Mais ces chiffres sont bien en deçà du potentiel respectif des deux pays, l'Afrique du Sud étant le seul pays africain membre du G20, le groupe des 20 premières économies mondiales, et la Côte d'Ivoire, un pays qui enchaîne les performances économiques ces 10 dernières années. La visite officielle de Cyril Ramaphosa à Abidjan s'annonce donc prometteuse pour l'avenir des relations ivoiro-sud-africaine. La campagne des villes et communes de Côte d'Ivoire sans enfants en situation de rue a été lancée aujourd'hui. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, parraine cette initiative. Elle est pilotée par le réseau des femmes élues locales de Côte d'Ivoire avec l'appui de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Continuez-vous d'utiliser la carte d'identité nationale de 2009 ? Si c'est le cas, dans un mois, vous ne pourrez plus l'utiliser car elle ne sera plus valable. L'Office national de l'état civil et de l'identification invite donc tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à venir se faire enrôler pour la nouvelle carte. Souleymane Donisongou et Godefroy Okambawa.
Après plusieurs reports, la validité des cartes nationales d'identité émises en 2009 arrive à son terme le 31 décembre 2021. Le 1er janvier 2022, les détenteurs de ces cartes d'identité ne pourront plus les utiliser. Le directeur général de l'ONESI les invite à se faire enrôler pour l'obtention de la nouvelle carte d'identité biométrique. À un mois de l'échéance du 31 décembre 2021, je lance un appel à tous les Ivoiriens à se rendre dès maintenant dans les centres de l'ONESI pour se faire enrôler, mais également pour ceux d'entre eux dont les demandes n'ont pas débouché sur la production des titres, je les invite à se rendre dans le centre le plus proche ou d'appeler notre call center au 1340 afin de s'enquérir du statut de leur demande. Évitez les files d'attente, faites-vous enrôler maintenant. Sitioni Kafana revient sur les spécificités et avantages de la nouvelle carte d'identité biométrique. Cette CNI comporte pour la première fois un numéro national d'identification qui est exigé dans l'accomplissement des actes de la vie civile, conformément au décret 2019-462 du 22 mai 2019. Par exemple, ce numéro sera exigé progressivement pour l'obtention des permis de conduire, pour tout abonnement, CIE, SODECI, l'ouverture d'un compte bancaire, etc. La nouvelle CNI facilitera également l'accès à plusieurs services électroniques. Le directeur général de l'ONESI tient à rassurer les populations. Sa structure est prête à accueillir l'ensemble des requérants et de traiter leurs dossiers dans les délais pour la production de nouvelles cartes d'identité biométriques. La commission électorale indépendante, elle, a entamé depuis le 23 novembre dernier une tournée de sensibilisation et d'éducation civique électorale. Il s'agit principalement de rapprocher davantage l'institution des populations et surtout de leur permettre de comprendre le jeu électoral. F. Boué. Les populations de la région du Tongpi ont répondu favorablement à l'invitation de la Commission électorale indépendante CEI pour participer à la campagne sur l'éducation civique électorale. Les deux conférenciers du jour, Kwame Adjoumani Pierre et Adja Owo-Serge Alain, ont entretenu l'assistance sur le thème de l'élection, instrument de renforcement de la paix sociale. Il s'agit pour la CEI de permettre aux populations de bien comprendre les règles du jeu électoral et de se les approprier. La démarche, une première du genre, est appréciée. Pour le commun des mortels, lorsqu'on parle de CEI, il va déjà parler des élections. Mais la CEI est venue nous dire ce matin à travers cette conférence qu'elle aussi, elle peut contribuer à l'instauration et au renforcement de la paix sociale. On a besoin de toutes les informations relatives aux élections pour éviter la confusion dans l'esprit des populations. Et nous, chefs, en tant que garants des us et coutumes, nous allons donc multiplier l'information que vous venez de recevoir auprès de nos populations respectives. Il est important que la structure comme la CEI, qui n'est pas souvent ouverte, vienne vers les populations pour que les populations comprennent ce qu'on fait à la CEI et comment la CEI peut contribuer à la paix sociale. La question qui concerne un peu les personnes en situation de handicap, nous l'avons évoqué, nous l'avons demandé et nous avons été satisfaits et nous prenons acte. Les décisions qui sont en train d'être préparées vont permettre à nos amis qui sont en situation de handicap visuel de pouvoir voter tranquillement sans que leur choix ne soit influencé par quiconque que ce soit. Pour la CEI, l'exercice en valait la peine. Nous pensons que la population a compris le message et d'ailleurs, au terme de cette séance, beaucoup nous ont rapproché pour dire qu'il faut multiplier cela et surtout à l'approche des élections, il faut que nous soyons auprès d'eux pour que le message puisse passer. Cette campagne de sensibilisation se déroule sur toute l'étendue du territoire national, à Abidjan et dans 9 régions du pays. Débutée le 23 novembre, elle prendra fin le 3 décembre. Dans le domaine du développement des infrastructures, la Côte d'Ivoire mobilise plus de 250 milliards de francs CFA pour le bitumage et la réhabilitation de 310 km de routes. Les régions concernées par cette opération, le Gbeke, le Hambol et le Tchologo. Kader Sogodogo. Bouaké, cette route qui rallie la Sikoji à Ouyansou au quartier zone au Diezoukwamekro porte sa nouvelle robe. Elle est désormais bitumée. Au quartier Air France 3, c'est pareil. Une nouvelle voie bitumée est en cours de finition. Pour Bouaké, ce sont au total 40 km de bitume dont la ville bénéficie dans le cadre du développement de son réseau routier. Des voies dans la ville sont en cours de réhabilitation.
ou déjà réhabilités. Cela représente un investissement de 24 milliards de francs CFA. L'axe Bouaké-Satama-Sokoro-Satama-Sokura, 81 km. Le président de la République, Alassane Ouattara, en visite d'État dans le handball à la fin 2019, l'avait promis. Les travaux ont démarré. Ce n'est pas tout pour le handball. Les axes Boniere-Dougou-Niamene, 12 km, et Dabakala-Kong, 108 km, reçoivent du bitume neuf. Tout comme Ngolo-Dougou-Kong, 66 km. Les travaux ont démarré. Le Gbeke, le handball et le Tiologo se rapprochent davantage. Aujourd'hui, nous sommes à 40 km de voirie réhabilitée à Bouaké pour un montant de 30 milliards. L'entreprise a démarré ses travaux en janvier 2021. Donc, on se devait de venir voir un peu l'état d'avancement. Il y a un projet du bâtiment de la route d'Abakala pour aller à Kong, qui fait 106 km. C'est bien installé, elle s'apprête à démarrer les travaux. D'ici, nous allons partir voir les travaux qui sont en cours entre Boniere et Néméré, 12 km, pour un montant de 8 milliards. Et on va continuer à Badika, Ngolo-Dougou. Les populations, véritables bénéficiaires des travaux, ne cachent pas leur enthousiasme. Pour moi, personnellement, en dehors de la joie, je pense que les populations, quand vous allez faire un tour sur les trottoirs, les populations pourront vous en dire mieux. On sent que vraiment le développement est arrivé à Dabakala. Quand les deux voies seront vraiment ouvertes, la facilité d'atteindre Bouaké et autres, vraiment, ce sera un grand bonheur. 310 km de routes bitumées nouvellement ou réhabilitées. Un investissement d'environ 250 milliards de francs CFA. Une bonne et belle route favorise le développement économique. L'aéroport de Bouaké ne veut pas être en reste de ce développement économique. L'infrastructure veut se mettre aux normes pour accueillir des vols internationaux. Le programme d'excellence aéroportuaire y a été lancé. Dans un premier temps, il s'agit de relever toutes les insuffisances sécuritaires et pouvoir ensuite y apporter des réponses efficaces afin d'obtenir la certification. Le budget programme s'élargit aux collectivités territoriales et décentralisées. Chaque entité doit désormais produire un programme triennal duquel découle son budget. Des sessions budgétaires sont donc organisées à l'attention des maires et des ministres gouverneurs. Lancine Bakayoko. Pour les années 2022, 2023 et 2024, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a décidé d'organiser 2 conférences budgétaires à l'endroit des collectivités territoriales et des districts autonomes. L'une pour examiner les programmes triennaux et l'autre les budgets primitifs. Ce projet, porté par la Direction générale de la décentralisation et du développement local, vise à faire approuver les documents budgétaires au plus tard le 31 décembre prochain. La nouvelle disposition présente l'avantage de faire en sorte que programmation et la budgétisation des entités, d'une part, et d'autre part, leur permettent de commencer l'année budgétaire sans retard. Respecter le calendrier de programmation et de budgétisation, mais surtout sortir de la logique de moyens au profit de la logique de résultats. Une véritable stratégie de gestion prévisionnelle qui suppose une projection des engagements au niveau des collectivités territoriales. Et nous allons aller défendre notre budget parce que nous avons plusieurs programmes au niveau de la santé, de la jeunesse et de tous les autres secteurs. Au sortir de là, j'espère et je pense qu'au début de l'année 2022, en janvier, vous allez nous voir travailler. Cette opération de normalisation du processus budgétaire des collectivités territoriales intègre la démarche globale de performance. Démarche mise en place par le gouvernement du président Alassane Ouattara en vue d'améliorer l'efficacité des politiques publiques. Le ministère de la fonction publique, dans cette même optique, veut travailler à la validation d'un projet de loi sur la formation professionnelle des fonctionnaires et agents de l'État. Les détails dans ce sujet de Grace Kando. Le système de gestion de la formation continue en cours est malheureusement en total déphasage avec les défis de modernisation et de performance de notre administration. Pour changer la donne, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration veut repenser le décret portant
régime de la formation professionnelle des fonctionnaires et agents de l'État qui date de 1995, d'où cette rencontre qui réunit gestionnaires des ressources humaines et organisations syndicales. Objectif, définir les mécanismes de sa mise en œuvre. On a constaté que depuis un certain nombre d'années, on a un peu délaissé la formation, d'où le cadre juridique aussi qui a été un peu abandonné. Ça ne suffit pas, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas intégré et ça ne donne pas le résultat qui est recherché. Voilà pourquoi il faut revisiter tout ce cadre et faire en sorte d'affirmer le droit. Il ne faut pas que accéder à une formation soit une faveur, une fleur qu'on fait à un agent, mais ce soit un droit et qui s'inscrit dans la vision de la performance de l'unité administrative. Nous ne sommes pas là seulement pour revendiquer, mais aussi pour booster, pour encourager les uns et les autres à pouvoir vraiment se faire former et aussi être véritablement outillés pour pouvoir relever les défis. Une réforme qui s'inscrit dans le cadre du Programme national de développement 2021-2025. Notre pays s'est engagé dans la mise en œuvre de réformes destinées à moderniser les services publics, dans la perspective de leur transformation structurelle et de l'amélioration des prestations servies aux citoyens. L'atteinte de ces objectifs appelle résolument au renforcement des capacités institutionnelles. Redynamiser la formation professionnelle en offrant à tous les fonctionnaires et agents de l'État des possibilités multiples d'acquérir, de maintenir et d'améliorer leurs compétences pour un service public de qualité. C'est ce à quoi veut aboutir la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le dossier EcoPlus nous conduit dans le domaine agricole. Grande région productrice d'Anakad, la région du Gontougo enregistre une nouvelle spéculation, l'EVA, et on compte à ce jour 8000 planteurs identifiés pour une superficie exploitée de plus de 4200 hectares. Comment cette spéculation a-t-elle été introduite dans la région? Quelles sont ses chances de succès? Comment contribue-t-elle à la diversification du revenu des paysans de la région? Des réponses dans le dossier EcoPlus réalisé dans le Gontougo par Noël Niagno. Kwamekra, Kobena Kuma, deux figures de l'éviaculture dans la région du Gontougo, avec chacun une histoire. Après l'école, moi j'ai fait un peu un retour au village. C'est quand je suis arrivé, un certain monsieur Thomas, qui faisait la promotion du VA dans notre région. Il en a parlé, bon, j'ai pris goût. Et j'ai fait, je crois, 1,5 hectare. Tout ce que vous voyez, c'était une grande pépinière, quelque chose de 21 hectares de JBG que nous avons transformé en plantation. De 2007 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, toute cette plantation que vous voyez, ça a été une plantation de JBG. Parmi les précurseurs de cette spéculation, dans la région, l'honorable Kobenata Thomas. J'étais député dans les années 96. Et la première préoccupation que j'ai compris chez mes parents, c'était que le cacao qui était la culture des rentes chez nous avait disparu à cause des grands feux de brousse que nous avons connus en 84. Et donc il fallait trouver un produit de substitution qui puisse répondre. Avec les études pédologiques qu'on avait sous la main, je pouvais comprendre que l'EVA était un très bon produit qui pouvait être le produit de substitution. Sur quoi repose cette conviction? L'EVA, c'est une culture qui permet de reforester. Contrairement au cacao, c'est une plante qui pivote. Il peut aller jusqu'à 2 mètres à 2,50 mètres dans le sol, ce qui fait qu'il résiste à toutes les sécheresses qu'il y a. Zone de prédilection de l'Anakad, le Gontougo est devenu une zone d'extension de l'EVA. Dans cette zone du Gontougo, vous avez près de 75 000 hectares de forêts dégradées. Et donc l'EVA est opportunément une occasion donc, de faire du reboisement dans la zone et en même temps servir nos parents de Gontougo. Plus de 3 décennies après, ils sont plus de 8000 planteurs dans la région avec les productions qui couvrent 10 mois sur 12 et les rendements sont significatifs. Et lorsque nous faisons les comparaisons, nous nous rendons compte que le rendement que nous avons au niveau de notre région
est identique à ce qu'on a au niveau des régions forestières. À partir d'avril, on commence la saignée jusqu'à dans le mois de janvier. À partir du 15 janvier, on arrête la saignée. C'est près de 700 tonnes qui sont produites chaque mois. Nos chiffres, on estime autour de 8 000 à 9 000 hectares de plantations dans cette zone. Autre acquis notable, les paysans producteurs ont compris l'association avec d'autres spéculations. D'autres ont dit que ça ne pouvait pas se marier. Mais quand j'ai fait la première expérience, bon, ça a pris. Parce qu'un jour, je me rappelais très bien quand j'étais dans mon champ, dans le nouveau champ d'Ignam, après le piquetage, je plantais. Un passant qui passait par là m'a interpellé. Alors il a fait des vifs reproches qu'il ne s'agissait pas de faire un champ de VA en contemplant l'Ignam en même temps et puis les choses. Il fallait faire le champ libre. Je lui ai dit, monsieur, je vais expérimenter quelque chose. Je l'ai fait, 2 ans après, ça a pris forme. C'est riche de ces connaissances qu'ils sont venus participer au clou des journées de l'administration agricole délocalisée aux couleurs de leur fêtière. Nous sommes très satisfaits et on souhaiterait que tout le monde plante l'EVA et que d'ici quelques années, le couvert végétal reprenne correctement. Seulement voilà, le lait du diable se commercialise difficilement. Il y a 4000 plantations ici, il y a encore du travail, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas suffisamment de ponts bascules, il n'y a pas d'usine. Dans l'avenir, il faudra travailler sur le sujet du Gontougou, pour savoir comment faire pour aider les planteurs à commercialiser leur caoutchouc. Pour l'instant, ils sont livrés à eux-mêmes, c'est difficile. Expression de la diversification agricole, donc diversification des revenus des producteurs, l'équation de la commercialisation est au cœur de l'action gouvernementale, surtout que l'introduction de l'EVA dans la région est source de création d'emplois pour les jeunes. Ce qui est intéressant dans l'EVA-culture, même si vous n'avez pas de terre et que vous ne voulez pas vraiment vous adonner à la culture d'EVA, vous pouvez être un seigneur. Un seigneur à entre 100 et 150 000 francs par mois. Et nous en avons besoin. Il encadre à peu près 3 hectares, c'est-à-dire 1600 pieds à peu près. Et ça donne bien à manger, ça donne bien à vivre. Nous avons instruit le conseil EVA palmier à huile de faire en sorte qu'il y ait une usine qui s'installe dans la localité. Et cela va permettre que tous les producteurs vont aller vers ces usines-là. Et je crois que ça sera salutaire pour nos parents. Tout cela participe de la politique de diversification agricole. Au-delà de l'anarcade, nous avons aussi l'EVA-culture que nous avons initiée dans la région et qui produit bien. Premier producteur africain d'EVA depuis plus de 2 décennies avec 950 000 tonnes en 2020 et 4e au plan mondial, ces nouvelles opportunités de plantation vont conforter le leadership de la Côte d'Ivoire. L'EVA dans le Gontougou, une réalité. Le dossier nous a été proposé par Noël Gnagno. Sur le plan sanitaire, le nouveau variant du coronavirus fait de plus en plus craindre à travers le monde. Faisons le point en Côte d'Ivoire et à l'international. Nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en Côte d'Ivoire aujourd'hui 30 novembre. 18 personnes déclarées guéries et 0 décès. Un total de 61 724 cas sont confirmés dans le pays avec 281 cas encore actifs. 4 487 409 doses de vaccins ont été administrées. On change de décor. On reste dans le cadre du Covid-19, mais à l'échelle internationale. Il s'agit d'apporter une réponse rationnelle et proportionnelle face à Omicron, le nouveau variant du coronavirus. C'est en tout cas ce qu'a demandé le chef de l'Organisation mondiale de la santé ce mardi aux États membres, très agités depuis quelques jours. Selon lui, la réponse mondiale doit être plus calme, coordonnée et cohérente. Dans l'actualité judiciaire, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, était à Bouna. Il a appelé les populations à cultiver la paix et la cohésion sociale. En effet, la région a été le théâtre d'affrontements intercommunautaires entre notamment la communauté Peul et Lobi, occasionnant plusieurs morts et des blessés. Herman Niamnia. En mars 2016, un conflit entre éleveurs et agriculteurs à Bouna
s'est mué en conflit communautaire, faisant de nombreux morts et des blessés, ainsi que de nombreux dégâts matériels. Après des médiations, les différentes communautés avaient pris l'engagement d'enterrer la hache de guerre. Et voilà que depuis la semaine dernière, les vieux démons de la division ont refait surface. Une affaire de braquage qui a fait un mort s'est encore transformée en conflit communautaire entre Lobby et Peul, faisant encore des morts, des blessés et de nombreux dégâts matériels. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, lui-même fils de la région de Bunkani, informé, est venu s'imprégner de la situation et aussi pour appeler les populations à la retenue et à l'apaisement. Il y a eu 2016 où il y a eu de nombreux morts. On ne veut plus que cela se répète à Bouna. Et c'est ce message-là que je suis venu délivrer donc aux populations. Demander à la communauté Lobby de ne pas se rendre justice en cas de dommage et demander à la communauté Peul de vraiment s'approcher des autres communautés avec qui elle est amenée à vivre et surtout d'éviter qu'on en arrive à la situation qu'on a commencé à connaître. Les communautés Lobby et Peul qu'il a rencontrées séparément ont encore pris l'engagement de mettre fin au conflit. Monsieur le ministre, croyez-nous, nous sommes et demeurons une communauté éprise de paix et très sociable, engagée pour la cohésion et le vivre ensemble. Nous continuons notre campagne vis-à-vis des nôtres et sommes prêts à participer à toute activité commune pour la paix et la cohésion sociale. Nous, on remercie quelqu'un qui a déplacé Abidjan à cause de nous. On les remercie beaucoup. Et on n'a qu'à trouver une solution ensemble. Comment on fait pour vivre ensemble? Nous avons la justice qui est là, qui fait son travail. Et nous avons les chefs communautaires qui peuvent aussi intervenir pour le règlement des conflits de façon traditionnelle. Nous, les élus, nous sommes là pour faciliter un peu toutes ces activités-là. Que les populations n'hésitent donc pas à nous contacter pour nous permettre de jouer notre rôle. À l'issue des différentes rencontres, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a instruit les autorités administratives et politiques de Bouna à poursuivre les échanges avec les différentes communautés pour éviter d'autres affrontements. À son arrivée à Bouna, Sansan Kambile s'est d'abord rendu chez le roi du Bunkani, Sa Majesté Niguel Bliman, afin de lui présenter sa civilité. La note triste de ce journal, les obsèques de Cabran Apia, décédé le 27 septembre dernier. Il a été ministre, homme politique, enseignant de droit. Ses amis, sa famille et ses compagnons politiques lui ont rendu hommage. Mama Traoré. Cet éteint, c'était le 27 septembre dernier. Dans la douleur et le recueillement, amis, connaissances, compagnons et adversaires politiques sont venus honorer sa mémoire. Successivement ministre des Transports et du Tourisme dans les années 2000, l'homme part en laissant à sa famille et à ses enfants un héritage de valeurs. Très franc et travailleur, chaque moment passé auprès de toi était toujours une occasion d'apprendre. Tu as en effet inculqué à chacun d'entre nous la patience, l'abnégation, le pardon, l'esprit critique, le sens de l'écoute, du partage et du travail bien fait, et tellement de choses encore. Sur l'œuvre de l'homme, les témoignages ne manquent pas. Tous ceux qui ont connu ou côtoyé Cabran Apia lui reconnaissent de multiples qualités, singulièrement son éloquence qui ne laissait personne indifférent. Nous, de la génération Campus Info, nous sommes particulièrement marqués par son absence dans le forum. Il s'est battu, selon lui, pour ne pas que la politique revienne aux incultes. Il avait donc ce devoir de vérité envers lui. Cabran Apia, il faut retenir que c'est un homme de paix, c'est un homme consensuel, c'est un homme historique, c'est un homme plein de vie. Et c'est l'intelligence par excellence de sa génération. Avant de prendre la route de Niablé, la dépouille de Cabran Apia a marqué une escale au tribunal de première instance d'Abidjan pour un piquet d'honneur. Le barreau de Côte d'Ivoire, dont il est membre depuis le 19 octobre 2009, tenait ainsi à rendre un ultime hommage mérité à un éminent avocat. Assisté à cette cérémonie, le représentant du chef de l'État. Cabran Apia fait partie de ceux qui ont accepté de rentrer de leur exil et de contribuer à faciliter le retour de beaucoup de ses opposants là, qui étaient à l'exil à rentrer en Côte d'Ivoire. Cabran Apia a contribué à booster
le dialogue politique. C'est la raison pour laquelle le président de la République m'a instruit à l'effet de venir participer à titre personnel, mais au nom de l'État de Côte d'Ivoire, aux obsèques qui sont rendus à Cabran Apia, qui fut un grand homme, qui fut un grand patriote. C'était un confrère qui n'acceptait rien pour dit. J'ai eu à le rencontrer dans un dossier qui est encore pendant d'ailleurs, et c'était un avocat que j'avais plaisir, en tout cas, à avoir en face. Il a apporté ce qu'il a pu à la Côte d'Ivoire à tous les niveaux, en qualité d'enseignant, en qualité de débatteur politique, mais surtout en qualité d'avocat. Je retiens de l'homme un grand confrère, un excellent confrère. C'est une perte pour le barreau. Cabran Apia, l'intellectuel, l'enseignant de droit, l'avocat et l'homme politique étaient aussi très attachés aux us et coutumes, d'où la part importante accordée à la tradition lors de ses obsèques. En 2019, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique atteignaient presque 210 milliards de dollars. Le Forum de coopération sino-africaine de Dakar s'intéresse spécifiquement à ces échanges. Pékin reste notamment le premier partenaire commercial du continent, mais cette relation est déséquilibrée et aujourd'hui, les chefs d'État africains souhaitent changer la donne. 130 partis politiques en Côte d'Ivoire, quel est donc leur rôle véritable? Quelle vision pour la réconciliation nationale et la reprise du dialogue politique? Fatim Djedje et ses invités en parlent dans le débat politique à 20h50. Merci de rester sur RTI 1 et très bonne fin de soirée à tous.